Aujourd'hui, à Plein Potentiel, j'ai le bonheur d'accueillir Gabrielle Marchand, qui est psychoéducatrice, qui est propriétaire aussi du centre Le Repère des parents, qui se spécialise en périnatalité, accompagnement à la petite enfance. Gabrielle, bienvenue à Plein Potentiel. Merci. Quand j'ai créé Plein Potentiel, je me suis dit, j'ai envie d'offrir aux femmes des outils vraiment pour les accompagner dans toutes les sphères de leur vie. Puis évidemment, la parentalité, la maternité, c'est une des sphères tellement importantes. Puis, on a eu l'occasion de travailler ensemble dans l'accompagnement d'un de mes fils. On est également allés à l'école secondaire ensemble. Donc, il y a comme ce bagage-là qui faisait en sorte que j'étais comme, OK, ben c'est toi. C'est toi. C'est très apprécié. C'est avec toi qu'il faut qu'on discute. Donc, toi, tu es maman également de 3 enfants. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as toujours rêvé? Est-ce que être mère, ça fait partie de toi? C'est vraiment une bonne question. En fait, oui, je pourrais être super honnête, là, le rêve de la maternité, tu sais, je pense que je suis une de celles, tu sais, qui le vit de façon, tu sais, je l'ai à l'intérieur de moi. Moi, j'en aurais 10, 12 si je pouvais. Fait que oui, c'est vraiment, c'était quelque chose que je chérissais longtemps, mais ça m'a amené à modifier un peu ma pratique dans l'optique où ça a été vraiment une évidence pour moi, tu sais, à mon premier, que, ben, on est tout seul. Tu sais, ce que tu disais au début, tu sais, la maternité, tout ça, ça a été, malgré, tu sais, que je suis psychoéducatrice, donc clairement que j'ai des connaissances, ça a été une évidence qu'on se retourne vers qui? On sait qui notre réseau, c'est qui notre soutien. Fait que ça m'a amené les enfants, puis ben comme je dis tout le temps aux familles que je rencontre, ben ça me permet d'appliquer mes propres conseils, fait que de voir aussi là comment j'arrive à mettre ça au quotidien. Mais oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a amené à prendre conscience à quel point on est souvent seul dans notre maternité. Ouais, dans les congés de maternité. Ah oui, encore premièrement, tu sais, c'est comme le premier choc là. Moi, je me souviens quand j'ai eu mon premier garçon, j'étais toute seule à la maison avec un bébé qui pleure. Puis oui, j'ai un bon entourage. Oui, j'avais des gens autour de moi. Imagine. Mais je me souviens que je me sentais prise, moi, dans ça. Puis bon, contrairement à toi, j'ai l'impression que je l'ai peut-être moins. J'adore être la mère de mes fils, mais c'est pas quelque chose. J'avais pas cette ambition, tu sais, de devenir maman. Fait que ça a été vraiment un gros travail. Puis je me souviens spécifiquement de cette période-là, à quel point ça a été difficile, à quel point on est isolé. Puis, dépendamment aussi de ton cercle d'amis, puis où elles sont rendues dans leur vie, ça change tout. Oui. Quand tous tes amis ont leur bébé en même temps, il y a comme ce sentiment de communauté-là. Quand t'es la première... Oui, c'est ça. Ben, c'est exactement ce que j'ai vécu. Fait que ça t'amène, puis t'as raison. Tu sais, on a beau être... Puis c'est là que je me suis dit, j'ai beau être entourée, avoir des connaissances, puis trouver ça, tu sais, tu sais, c'était ça que je chérissais, je trouve ça difficile. Fait que je me dis, j'imagine pas les mamans qui... puis c'est ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler. Fait que, tu sais, je trouvais ça tellement merveilleux que tu m'invites parce que je trouve qu'il faut en parler pour un peu déculpabiliser. Hein, on sait comment la culpabilité, c'est, on dirait, un sentiment tellement présent. Fait que pour même déculpabiliser un petit peu tout ce sentiment-là de sentir que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours rose... mais ça peut être beau. Puis c'est là, tu sais, j'ai le goût qu'on aille aussi dans le sens où ça peut être merveilleux si on est capable d'enlever certaines attentes, de pouvoir aussi accéder à ce qui peut être beau, puis être en paix aussi avec comment on la vit, cette maternité-là, finalement, tu sais. Ouais, c'est de se rappeler que ça peut être beau, même si c'est pas parfait. Exactement. Ouais, moi, je suis du genre, quand j'ai une mauvaise journée ou une mauvaise expérience, je l'applique sur le reste de ma vie. Ah, totalement. Fait que là, c'est comme, OK, ben, aujourd'hui, j'ai pas été la meilleure version de moi-même comme mère, je suis une mauvaise mère. Exact. Mais on est dans une société de performance, on va se le dire. C'est une société où il faut que ça aille vite, puis il faut qu'on soit productif. Fait que là, nous, on veut amener à revenir, tu sais, à certains concepts où ça va moins vite, où est-ce qu'on prend le temps. Fait que c'est hyper contre-intuitif à quelque part dans ce qu'on entend, dans ce qu'on se fait dire, dans ce qu'on voit. Là, on ne pourra pas passer à côté des réseaux sociaux. Là. C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est littéralement ce qui influence une grande partie de la maternité, là, parce que c'est un univers qui est pas réel. Là. Qu'est-ce qu'on montre sur les réseaux sociaux? Ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de, tu sais, la maison parfaite, la maman parfaite avec les cheveux tout propre, tout bien, mais on sait bien que c'est pas ça la réalité. Fait que c'est sûr que ça vient complètement, ça vient en fait perturber toute
notre identité qu'on se crée après comme maman, puis on vit une situation, puis après ça, on l'applique, puis on se sent donc pas bonne, puis toute seule là-dedans au final. Fait que il y a comme tout cet aspect-là qu'on oublie derrière la façade qu'on... Tu sais, avant, puis là, c'est drôle, je me posais beaucoup de questions, tu sais, quand tu m'as appelée, puis je me disais, hey, d'où ça vient, ça? Pourquoi aujourd'hui, en 2025, on cherche donc à être un parent parfait, tu sais? Nos grands-parents, ils se posaient-tu cette question-là? Tu sais, ça m'a comme même amené à me poser ces questions-là, puis ben, il n'y avait pas de comparaison, tu sais. La comparaison, c'était le village, c'était la voisine, c'était la famille, mais là, on a une comparaison avec des millions de mamans, des millions de parents. Fait que c'est sûr que c'est un enjeu. Puis la parentalité aujourd'hui est pas facile. Moi, je le dis souvent aux parents, il faut l'accepter, il faut le voir. C'est vrai qu'elle est pas facile. On est dans un monde d'attente, dans un monde avec beaucoup, des fois, de contradictions. Fait que il faut le voir pour être capable, après ça, de mieux juger un peu ou d'accéder à, finalement, toutes nos forces comme parents, outre ce qu'on voit autour de nous, tu sais. Oui, puis au-delà de... on est tous des parents différents, mais nos enfants aussi sont différents. Oui. T'en as 3, j'en ai 2, mes 2 fils, entre eux, sont complètement différents. Absolument. Et sont complètement différents des autres enfants qu'on côtoie, qui ont le même âge. Fait qu'il y a ça aussi. On peut pas se comparer à un autre parent ou on peut pas comparer notre enfant à un autre enfant qui a une personnalité, par exemple, ou des enjeux différents. Puis ça non plus, on le voit pas sur les médias sociaux. Fait qu'on on se compare à la meilleure version des autres. Exactement. Puis ça va encore plus loin, tu sais, parce que tu dis effectivement, on est tous différents, les enfants sont tous différents, mais ça va au-delà de... On se fait souvent dire, en fait, que nos enfants sont comme ça un peu à cause de notre parentalité ou à cause de ce qu'on... Faut pas oublier qu'il y a une grande partie d'autodétermination là-dedans. Il y a une grande partie qui appartient pas juste aux parents, tu sais, qui appartient aussi à la personnalité. Tu sais, tu disais, nos 5 enfants, quand on les met tous ensemble, sont tous différents. Mm-hmm. Pourtant, toi, tu as la même parentalité avec tes 2. Tu es la même maman. Moi, je suis la même maman avec mes 3 enfants, mais ils sont pas pareils. Fait qu'il faut pas oublier cette partie-là parce que c'est une pression énorme aujourd'hui qui repose sur le dos des parents, qui est d'être un parent parfait, bienveillant, patient, doux. Oui, on peut accéder à ça, mais sans nécessairement chercher à être tout le temps comme ça puis tout le temps parfait. Au contraire. Oui. Puis, tu sais, ça m'amène à... Comment on fait pour se détacher un peu, justement, de ne pas prendre 100% de la responsabilité pour les actions, par exemple, de nos enfants? J'ai l'impression, moi, que je suis tout le temps en mode contrôle. Je veux contrôler. On est au parc, là, il crie ou il fait une crise, là, hey, ça vient me chercher parce que... Puis ça, j'essaie de m'en détacher pour vrai. Je m'en suis rendu compte. J'essaie de travailler là-dessus puis de me dire comme, OK, moi, je vais me concentrer sur mon enfant puis la perception des autres ou le jugement des autres, je m'en fous. Ça reste difficile. Comment on fait aussi pour, en fait, se détacher de ça puis se dire ce que mon enfant vit en ce moment, lui, est propre et ce n'est pas le reflet nécessairement de moi en tant que mère. Oui, tout à fait. En fait, c'est pas facile parce qu'on le voit souvent comme un reflet. Il y a un bout qui est vrai. T'sais, on peut pas passer à côté. On en parle, il y en a qui connaissent. Là, on va parler, mettons, des neurones miroirs. On peut pas passer à côté de ça, qui est, en fait, ce qui nous permet dans notre cerveau de détecter ce qui se passe autour. Fait que c'est vrai que si tu reviens du travail à 5 heures, tu as vécu une journée hyper stressante, tu essaies que ça paraisse pas, mais les enfants le ressentent. Mm-hmm. Fait que c'est vrai qu'on peut pas passer à côté de ça, mais c'est tellement glissant de sentir qu'on est le miroir, parce qu'on peut vite se sentir tellement inadéquat ou en tout cas pas nécessairement le parent qu'on voudrait être, alors que c'est ça, il y a une partie qui appartient aux enfants. On entend beaucoup le discours de, comme parent, faut que ton enfant, tu sais, moi, j'en entends beaucoup ça, faut que tes enfants soient bien, soient heureux, tu sais, on se donne beaucoup la pression qu'ils se développent bien. Fait que quand ils font des crises, des fois, ça nous renvoie un peu à, ben là, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Alors que c'est un être humain, tu sais, c'est pas un robot. On peut pas être responsable des émotions d'un autre. Fait que c'est là où est-ce que c'est le travail à faire de dire, tu sais, c'est pour ça que je parlais d'autodétermination, mais les émotions de nos enfants, comme nos propres émotions, il y a quelque chose qui appartient à chacun. Puis souvent, on se donne le rôle, des fois, comme parent, puis tu me diras, tu sais, de régler la crise pour vite qu'on passe à autre chose. Alors que notre rôle, finalement, c'est de l'accompagner. C'est de se dire, ben moi, je vais lui donner la main quand il veut, parce que c'est pas tous les enfants qui veulent avoir cette main-là puis cette aide-là.
mais sans nécessairement se dire, moi, mon rôle, tu sais, j'ai pas de baguette magique pour faire cesser la crise. Tu sais, j'ai pas de baguette magique pour mon enfant ou mon bébé dorme. C'est le même principe. Fait que faut réaliser qu'il y a une partie, c'est des êtres humains devant nous. Tu sais, c'est pas des robots. Fait qu'on peut pas être responsable. Puis ça, je pense, quand on l'intègre, il y a une grande pression qui vient se diminuer. Tu sais, il y a tellement un apaisement qui se dit comme, je vais pas mettre toute mon énergie là-dessus, je vais mettre mon énergie, à l'accompagner et non pas essayer que tout soit parfait puis que tout se règle très, très rapidement. C'est un gros travail à faire. C'est pas facile, là. C'est pas simple parce que ça nous crée un inconfort, là. Mm-hmm. Ça nous crée tellement un immense inconfort quand nos enfants, ils se désorganisent chez de la visite ou dans un magasin ou, c'est ça. Puis c'est qu'avant, le regard des autres était présent, mais je pense qu'il était quand même moins intense qu'aujourd'hui. On s'observe beaucoup dans nos parentalités. Hein, elle fait ça comment? La maman, es-tu en train de l'accompagner doucement ou elle écrit-tu? Ou elle tire-tu par un bras? Ce jugement-là puis ce regard-là là, amène une pression énorme puis qui fait en sorte qu'après, on se sent pas bonne. Puis là, on revient du parc, puis là, on s'en veut puisqu'on a l'impression de ne pas avoir fait la bonne affaire alors qu'on a probablement fait du mieux qu'on pouvait au final. Ouais. Là. Fait que c'est d'être bienveillant envers soi-même. Ah oui, c'est la base. Ça commence par là. Si on ne l'est pas, c'est comment l'être auprès de nos enfants. Puis comment démontrer cet exemple-là de dire, on n'a pas besoin d'être parfait au final. On veut juste être... Puis là, c'est ça, quand on parle d'autorégulation du parent, au final... oui, c'est important. On va en parler beaucoup. Comment, plus tu arrives à être capable de prendre conscience de tes émotions, mais on va se dire, on n'est pas une génération où nos parents nous ont appris à nommer nos émotions puis à être capable de les accueillir. On est une génération où est-ce que... Puis ils ont fait eux aussi du mieux qu'ils pouvaient. Exact. C'est pas du tout un reproche, mais on en apprend de plus en plus. Fait que cette bienveillance-là qu'on a envers nous-mêmes, c'est de démontrer aux enfants qu'on n'est pas parfait, nous non plus. Parce qu'au final, ce qu'on veut qu'ils retiennent, c'est quoi? C'est le résultat. C'est le processus de maman qui a perdu patience au parc, mais qui, tout au long de la marche pour revenir, a pris des grandes respirations puis t'as tenté de se calmer. Elle a pris un moyen. Puis finalement, en arrivant, elle dit « Oui, j'ai perdu patience, mais là, j'ai vraiment essayé de me calmer, puis je comprends, puis on fait un retour. » C'est ça qui est le plus bel apprentissage et non pas le moment où là, on a perdu patience parce que c'est ça, ça a dépassé nos limites finalement. Oui. À partir de quel âge les enfants, tu parlais d'autodétermination, là, à partir de quel âge leur vraie personnalité se développe, que c'est plus juste de l'observation des autres puis du modeling j'ai envie de te dire que c'est dès la naissance. Là. Un bébé, à un moment donné, tu peux... Là, on s'entend que le sujet 0-12 mois, c'est le sommeil, là, mais tu peux tout faire pour qu'il dorme du mieux, puis tu peux tout mettre en place, puis Dieu sait qu'il y a plusieurs choses à faire pour aider, mais il y a une partie qui appartient à l'enfant dans sa personnalité, dans son tempérament. Un enfant qui pleure énormément puis qui est inconsolable, est-ce que c'est parce que le parent fait pas la bonne chose? Non, pas du tout. Fait que c'est là, qu'il y a une partie qui appartient à l'enfant. Les fameux babys qu'on entend, les bébés à besoins intenses, les parents, souvent, ils vivent beaucoup de difficultés là, parce que c'est de se questionner qu'est-ce que je fais de pas correct, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je pourrais faire de différent, alors que ça fait partie de la personnalité de cet enfant-là. Fait que c'est comment je me réajuste à travers tout ça, finalement. Oui. Puis une question que je me pose souvent ces temps-ci, parce que je suis dans des groupes de parents bienveillants, j'essaie de chercher des conseils, des ressources. Puis parfois, il y a des mères qui vont témoigner, qui vont dire « Hey, ce soir, je l'ai perdu » ou « Hey, je pense que j'ai brisé mon enfant », là, dans le sens... J'ai perdu patience, j'y ai écrit dessus, clairement, il est traumatisé pour le reste de sa vie. OK? À quel moment c'est vrai ou pas? Tu sais, à quel point ces moments-là très intenses au niveau comme émotionnel vont vraiment marquer un enfant? Est-ce que ça se peut aussi? Puis à partir de quel âge? C'est quoi la limite? C'est sûr que on s'entend que c'est une grande zone grise, mais ça nous ramène à nous dire que d'être un parent qui perd patience une fois de temps en temps, puis qui finalement, il y aura pas de quantité. Je pourrais pas te dire 5 jours semaine, si t'es bienveillant, les 2 autres jours, c'est correct. C'est pour ça que, il faut se rappeler que les enfants ils ont besoin d'un parent
constant puis qui s'implique dans la relation. Fait qu'un parent qui perd patience, qui vit une période même au travail des fois plus intense puis qui est un peu moins disponible émotionnellement, ben c'est pas parce que cet épisode-là que tout ce qui se passe autour, les mois d'avant, les mois d'après, ça n'a pas d'impact. C'est un tout ça. Fait que oui, effectivement, on voit beaucoup sur nos groupes de mamans, hein, tu sais, comment, ben, tu sais, il y a une pression à dire que ce soir, j'ai scrappé mon enfant. Oui, peut-être qu'il a été surpris, probablement qu'il a eu peur aussi, ça se peut, mais tout est dans comment j'ai pris ça, comment j'ai enveloppé ça, puis comment finalement j'arrive à accepter que l'erreur est humaine. Parce que quand je dis oui, maman, elle a crié vraiment fort ce soir, là, j'ai atteint ma limite. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû crier, mais là, maman était très en colère. Elle a pas pris ses moyens, par exemple. Mm-hmm. Ben, finalement, il n'y a pas plus bel apprentissage que ça. Parce que quand, après ça, notre enfant fait une crise, ben ça y montre que lui aussi, il n'a pas besoin d'être parfait. Lui aussi, au final, il peut avoir ces moments-là où est-ce que il est fatigué. On va au magasin, tu lui as dit non pour un jouet, puis que là, il a perdu le contrôle parce qu'il voulait donc cette affaire-là. Bien, ça lui montre que, tu sais, dans le fond, le moment lorsqu'il est envahi émotionnellement, ben ça, c'est correct. Tu sais, ça fait partie de la vie, puis ça fait partie des apprentissages. Fait qu'il y a pas de, tu sais, il y a pas de quantité, il y a pas de, mais ça reste d'être, c'est comme c'est à long terme. Tu sais, c'est au final comment, c'est sûr que tu sais, si on est un parent qui finalement quotidiennement perd patience, mais je pense que c'est le temps de faire un peu l'introspection, de dire peut-être j'ai besoin d'aide, tu sais, puis pas de se dire je suis pas correct, je suis pas bon, mais au lieu de ça, de dire ben je pourrais aller chercher de l'aide pour avoir du soutien, voir, tu sais, mieux comprendre peut-être le besoin de mon enfant, puis me donner des outils à moi, parce que ça renvoie pas finalement à une compétence parentale, mais plus à des stratégies à mettre en place qui vont finalement aider à tempérer un petit peu la situation, là. Ouais, parce que ça revient aussi quand tu disais on n'a pas nécessairement nous-mêmes appris à gérer nos propres émotions ou à les nommer ou peu importe, mais c'est un peu ça. Puis j'avais lu une citation ou tu sais juste une phrase qui disait tu peux pas t'attendre à ce que ton enfant gère son émotion quand toi-même t'es pas capable de le faire. Exactement. Puis, ça me fait penser un peu à ça. Oui. Ce qui m'amène un peu aux excuses parce que là-dessus, des fois, mon mari et moi, on n'est pas nécessairement d'accord. On va dire que je crie, mais que je dis pas que j'avais une raison de crier, mais j'avais une raison d'être en colère, OK? J'avais une raison d'être en colère, je l'ai peut-être pas gérée de la bonne manière, donc après, je me sens coupable et je m'excuse à mon enfant de dire comme « Hey, je suis vraiment désolée, je voulais pas crier, voici ce qui s'est passé à l'intérieur de moi à ce moment-là, etc. » Alors que parfois, j'entends le discours de « Mais non, mais pas il le méritait, mais dans le sens, c'était justifié d'être en colère, donc tu n'as pas à t'excuser. » Mais c'est une bonne question parce que au final, tu sais, quand on dit qu'on reconnaît nos erreurs, jusque où on va, là, on s'entend, on va pas s'excuser de dire non pour une deuxième crème glacée. Quand c'est non, c'est non. Fait que c'est plus de s'excuser quand on sent qu'on a aussi perdu le contrôle, tu sais. Parce qu'au final, quand ton enfant, tu sais, fait une grosse crise, est-ce qu'on veut qu'il s'excuse sur son émotion? Absolument pas. On veut pas qu'il s'excuse d'avoir été en colère. Fait que le fait de reconnaître ce que peut-être, tu sais, t'as perdu le contrôle, c'est pas la colère. C'est beaucoup plus, finalement, tu sais, la façon dont on n'a pas pris de moyens. Fait que comme parent, quand finalement, tu sais, on vit une situation où on est complètement envahi, tu sais, là, il se passe une situation, ça nous fâche, puis ben, tu sais, ça arrive à tout le monde, là, à quelque part, tu sais, de perdre un peu le contrôle sur élever la voix, tout ça, c'est pas ça qu'on souhaite, là, on s'entend, n'importe quel parent, tu lui demandes, est-ce que c'est ça l'intervention que tu choisirais? Souvent, quand on arrive là, c'est qu'on n'a plus de moyens, on est au bout, on se sent impuissant. Fait que c'est rarement un choix d'intervention. Puis ça reste que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le but, c'est pas de s'excuser comme parent à, ben, j'aurais pas dû être en colère. Ben oui. Puis des fois, tu sais, c'est même de demander à vos enfants, penses-tu que j'avais raison d'être en colère? Est-ce que maman, tu sais, ça faisait du sens? Tu sais, puis souvent, ben, ils savent que finalement, tu sais, ce qui s'était passé, ben, il y avait quelque chose d'inacceptable ou que ça avait dépassé certaines limites ou qu'ils n'ont pas écouté la consigne. Mais, tu sais, ce qu'on n'a pas, ce qu'on peut, en fait, mettre de l'avant, c'est qu'on n'avait peut-être pas à crier, tu sais, c'était peut-être pas nécessaire. Puis, tu sais, c'est ça la nouveauté aujourd'hui, puis qui devient une pression quand même grande, c'est
on est un peu sous une loupe, tu sais, de est-ce que j'ai bien réagi, est-ce que j'ai eu la bonne stratégie, j'ai-tu crié trop fort, j'ai-tu finalement mis une limite constante puis cohérente. Fait que c'est pour ça qu'il faut se donner le droit à l'erreur encore plus. Parce qu'au contraire, là, sinon, c'est de se sentir évalué 100% du temps, là, alors que c'est pas nécessaire. Tu sais. On a tous le droit à cette erreur-là. Là. Oui, puis il y a tellement d'informations qui circulent, justement, parce que de se sentir évalué, parfois, je suis toute seule, puis je m'auto-évalue sur comment j'ai réagi, puis tu sais, j'ai quand même une capacité d'introspection assez grande. Fait que le sentiment de culpabilité, il embarque, puis là, je commence à suranalyser, puis justement, le discours de « Ah, je l'ai brisé », tu sais, fait que c'est comme un peu un cercle vicieux. Mais vois-tu, dans mon cas, moi, la maternité, la parentalité, c'est venu s'ajouter à un style de vie qui était déjà complètement rempli. Tu sais, dans le sens, c'est comme si mon cerveau était plein, puis là, j'ai ajouté des enfants là-dessus. Et là, ça a fait en sorte que là, c'est comme si plus rien fonctionne. C'est comme si je suis tout le temps à ma limite. Mais tu sais, ça affecte comme toutes les sphères de la vie. Puis c'est pas du tout la faute de mes enfants. C'est vraiment à moi après de faire ce travail-là. Puis on a commencé l'entrevue puis t'as dit les parents doivent apprendre à ralentir puis parce qu'on a un rythme de vie effréné. Comment, tu sais, par où commencer pour celles qui... Parce que moi, j'ai vraiment de très grandes ambitions au niveau de ma carrière. J'ai des ambitions... En fait, dans toutes les sphères de ma vie, puis ça revient un peu au thème du podcast, c'est que si je peux être un peu mieux dans chacune des sphères, tu sais, c'est un peu à ça que j'aspire, mais ça vient, veux pas, avec... ça prend beaucoup d'énergie, ça prend du temps, ça vient avec une pression que je me mets moi-même. Tu sais, fait que quand c'est too much, là, par où commencer? Puis après ça, j'aimerais savoir, est-ce que tu as beaucoup de parents qui viennent te voir dans cette situation-là? En fait, souvent, les parents, ils vont venir consulter, sont déjà proches du burn-out parental. Hein. C'est un nouveau terme qu'on entend, mais c'est un terme qui est extrêmement parlant, là, de dire on manque en fait d'équilibre à travers toute notre vie familiale et professionnelle. Tu sais, je t'entends, puis effectivement, tu sais, je te vois aller, effectivement, nos ambitions professionnelles sont importantes, tu sais, je veux dire, moi qui a débuté aussi dans l'entrepreneuriat, ça amène aussi d'autres types d'engagements puis d'autres types d'ambitions. C'est important de le faire parce que ça nous nourrit, pas parce qu'on veut montrer à nos enfants. Tu sais, je pense que c'est là où est-ce qu'il faut ramener à comment, tu sais, nous, ça nous nourrit et non pas parce que on veut donc être l'exemple d'ambition puis que nos enfants apprennent, tu sais, parce que c'est comme si on disait que nos parents, ils ont pas eu d'ambition parce que leurs parents étaient plus, tu sais, peut-être les mères étaient à la maison plus souvent à cette époque-là. Fait que ça, c'est pas nécessairement dans le but d'être un modèle. Après ça, comment on trouve cet équilibre-là? C'est pas facile. On va se le dire, là. Je pense qu'il faut être conscient, mais c'est drôle, j'ai commencé en parlant de culpabilité. Tu sais, souvent, nos ambitions, c'est comme si, vu qu'on n'arrive pas à trouver un équilibre tout le temps parfait, ben on vit beaucoup de culpabilité. Puis là, ça, des fois, c'est là qui est l'erreur dans notre parentalité. Puis là, je dis l'erreur, mais on s'entend, c'est pas... On se permet là, d'avoir des erreurs, qui est, je vais arriver tard le soir, là, je vais aller coucher un peu plus tard parce que là, je veux passer du temps avec eux, je me sens mal, je les ai pas vus de la journée. Mais eux, ils ont besoin de leur routine. Fait que finalement, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai pas maintenu ma routine ce soir? C'est ma culpabilité de parent. Mais pour eux, finalement, eux, ils étaient dans leur monde, dans leur routine, dans leur petit train-train quotidien. Fait que il y a cet équilibre-là. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être tout le temps 50-50. Là. C'est pas 50% de travail. On a toutes des périodes où est-ce que des fois, on est vraiment moins présent, d'autres où on l'est plus. Puis les enfants, en autant qu'il y ait toujours cette figure d'attachement sécurisant là, qui est là, ils vont bien. Ils vont bien. Puis au contraire, ils nous voient s'accomplir, ils nous voient être capables de se choisir aussi. Puis tu sais, quand ça dépend, là, est-ce que notre vie professionnelle nous nourrit ou c'est stressant, puis finalement, ça devient un boulet. C'est ça la différence. Dire l'ambition, mais à quel prix? Exact. Parce que si après, ça nuit au lien qu'on développe avec nos enfants parce qu'on est toujours stressé, on est toujours à bout, etc., ben là, ça répond pas nécessairement à ce qu'on veut projeter. Exactement. Puis, tu sais, pourquoi? Exact. Puis, tu sais, souvent, l'ambition, c'est quoi? Est-ce qu'on a de l'ambition parce qu'on veut performer
ou parce qu'on est passionné puis on tripe dans ce qu'on fait. C'est deux choses complètement différentes. T'sais, si on a de l'ambition parce qu'on est passionné, on est dans des projets, ils vont le ressentir. Ils vont ressentir une maman pleine de passion puis d'engagement dans tout ce qu'elle fait et non pas une maman qui est surchargée par tous les rôles qu'elle essaye de jouer. Puis c'est drôle, mais aujourd'hui, là, être un parent, c'est pas facile, hein? Faut avoir des ambitions professionnelles, performer professionnellement. Faut être bienveillant, s'occuper de nos enfants, être doux, être un bon parent. Il faut s'entraîner à tous les jours. Il faut faire plein d'activités avec nos enfants parce que sinon, on est un parent plate. C'est dur, tu sais, il y a quelque chose de tellement exigeant. Fait qu'après ça, quand nous, on revient, puis que là, on se donne l'objectif de ralentir, puis que là, on voit là, le monde qui ont été faire des randonnées 15 km, puis ci, puis ça, puis que là, nous, on a juste bu notre café tranquille en écoutant les oiseaux ce matin, ben il faut déconstruire certaines choses qui sont essentielles au final. Mais il y a un équilibre à trouver, puis il y a aussi à être à l'affût de, si je me sens proche de craquer, ben il faut faire peut-être des choix pour essayer de retrouver cet équilibre-là. Mais il faut être clair, là, avoir un enfant, là, c'est 2 ans d'adaptation minimum, d'équilibre, de retrouver un équilibre. Fait qu'il faut se donner le temps aussi là, de retrouver cet équilibre-là. Là. Oui, il y a ça aussi, c'est qu'on dirait qu'on veut pas arrêter la vie d'avant. Oui. Puis on ajoute la vie d'après là-dessus. Alors que, selon toi, est-ce que on doit y aller un peu, tu sais, j'ai juste le mot saison, là. Mais tu sais, il y a une saison. C'est juste que. Là, on jase. J'ai juste l'impression que la saison de la parentalité. Tu sais, moi, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 28 ans. Fait que tu finis l'université, puis là, t'es en pleine croissance professionnelle. Ouais. Fait que tu veux pas arrêter, mais en même temps. Puis oui, de plus en plus, bon, il y a des gens qui vont avoir des enfants plus tard, là, mais dans le sens où, là, tu veux pas arrêter cette montée-là. Tu veux essayer de te nuire le moins possible, mais tu veux aussi être une bonne maman. Ouais. Mais en fait, tu sais, la difficulté aujourd'hui, puis tu sais, tu l'as dit tantôt que tu avais un bon village autour de toi, un bon réseau, c'est là-dedans que, tu sais, qu'elle réside finalement tout cet enjeu-là, tu sais. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question si c'était grave que papa, lui, ait toutes ces ambitions-là puis qu'il soit parti 70-80 heures semaine? Non, on s'est jamais posé cette question-là de est-ce que les enfants étaient malheureux de ça? C'est sûr qu'on commence à comprendre, tu sais, toute l'importance des rôles, mais c'est pas plus mal une maman qui décide d'avoir ces ambitions-là puis qu'il y a quelqu'un, un village, un réseau qui est là pour soutenir un peu tout ce milieu-là de sa famille, qui est là pour être présent pour les enfants. Fait que c'est la pression qu'on se met justement d'être l'unique personne pour répondre à tous ces rôles-là, alors qu'on devrait aller chercher un réseau, un village, chose qu'on va se dire qui est vraiment plus facile, plus difficile aujourd'hui. Tu sais, on est chanceux quand on a un bon village, un bon réseau, mais c'est rendu minime, là. Tu sais, c'est plus... on n'a plus accès à toute notre communauté comme avant, là. Tu sais, il faut aller chercher... tu sais, des fois, des services au privé, il faut aller chercher des relevailles. Alors qu'avant, tu sais, on avait la mère, la grand-mère, la sœur, la voisine, la tante d'à côté. On en avait du monde, là. Fait que là, c'est sûr que l'isolement qu'on vit amène ces défis-là parce qu'on a des ambitions, on veut aller plus loin, mais là, il faut avoir tous les chapeaux, tous les rôles. Fait que oui, il y a un bout qu'il faut aller chercher du support, je pense. Puis selon toi, est-ce qu'on devrait mettre certains chapeaux sur pause? Puis là, on parle vraiment dans l'aspect parent, devenir mère, apprivoiser ce nouveau rôle-là. Selon toi, est-ce qu'on devrait planifier en amont de dire je mets cette partie-là de ma vie sur pause pour mieux y revenir et pouvoir me consacrer? C'est vraiment une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de oui ou de non. Tu sais, je pense que honnêtement, ça dépend tellement de chaque personne. Tu sais, il y a des femmes qui retournent très, très vite travailler puis qui sont très, très bien dans ce rôle-là. 100%. Ben oui. Puis les enfants sont pas scrappés pour autant là, comme on peut lire sur les réseaux sociaux. Fait que je pense pas qu'il y a de réponse à savoir est-ce qu'on devrait mettre sur pause. Je pense qu'il faut rester à l'affût de nos propres limites. C'est surtout ça. Parce que à vouloir toujours porter tous ces chapeaux-là, c'est là qu'on est à risque d'épuisement puis de burn-out parental. Puis malheureusement, le burn-out parental, on peut pas prendre de pause de travail comme on le ferait si on était au travail.
on peut pas prendre de pause de notre famille. Fait qu'il y a un enjeu derrière ça qui est beaucoup plus grand. Oui, bien, justement, le burn-out parental, en quoi ça consiste exactement? Est-ce que c'est un réel diagnostic? C'est quoi exactement? Bien, en fait, oui, c'est de plus en plus documenté, mais ça consiste surtout, honnêtement, c'est vraiment comme un épuisement au travail, mais dans ton milieu familial. Fait que c'est des gens souvent qui ont de la misère à dire non, qui ont de la misère à porter justement, qui prennent tous ces chapeaux-là toutes seules. Puis ça, c'est des facteurs de risque. Hein? On peut tous avoir ces enjeux-là, mais certains vont avoir plus de facilité à gérer tout ça, d'autres vont finalement vivre une forme d'épuisement. Fait que ça reste que oui, c'est réel, mais on n'en entend pas souvent parler. Puis c'est là souvent qu'on réalise qu'on a peut-être besoin d'aide parce qu'on a le goût de tout laisser ça là, mettre ça derrière, tu sais, partir au loin quand on a de la difficulté, quand on est rendu à avoir de la difficulté à connecter avec nos enfants, là, affectivement parlant, puis que, ben, c'est là peut-être des petits signaux de dire, OK, là, je suis plus disponible émotionnellement, fait que faudrait que j'aille chercher de l'aide. Fait que ça fait partie des symptômes, là, il y en a plusieurs autres que je pourrais te nommer, mais qui vont te permettre de peut-être dire, OK, là, j'ai peut-être atteint une certaine limite. Fait que c'est drôle parce que, tu sais, toi, tu peux porter tous les chapeaux que tu portes actuellement. Je porterais tes chapeaux, que j'aurais peut-être de la difficulté à porter tout ça, puis que toi, tu gères super bien ça. Fait que c'est tellement individuel comme processus, la maternité, que c'est là que ça devient difficile. Parce que là, moi, je te vois, mettons, sur les réseaux sociaux, porter tous ces chapeaux-là. Puis là, je me dis, hey, moi, je serais jamais capable de faire ça. Pourquoi je suis pas capable? Je suis pas une bonne mère. Je suis pas capable de gérer tout ça. Voyons mais donc. Tu sais pas à quel point moi, je rush à porter tous ces chapeaux-là. Exactement. Ouais, puis, j'ai peut-être pas besoin de porter tous ces chapeaux-là non plus. Puis peut-être que je veux pas les porter, tous ces chapeaux-là. Fait que c'est là où est-ce qu'il y a tellement une grande partie de ça qui est propre à chacun, où est-ce qu'il faut accepter que si toi, c'est comme ça que tu te nourris, bien, clairement que tes garçons, ils te voient être autant heureuse dans ta situation professionnelle, puis que oui, des fois, tu as des moments de stress qui est tout à fait normal, mais que, tu sais, ça te nourrit énormément. Fait qu'il y a comme cet équilibre-là à trouver. C'est un équilibre. Puis on s'entend qu'un équilibre, c'est jamais facile, mais c'est un équilibre. Oui. Puis, comment est-ce que, justement, on détermine quelles sont nos limites? Parce que moi, dans mon calendrier, j'ai réservé toutes mes soirées, c'est family time. Dans mon calendrier, j'ai une alarme. Une fois que le travail se termine, family time, les soirées. On essaie de fermer les écrans. C'est ça. Puis ça, en fait, j'ai de la facilité à le faire. Là, à 5 heures, au plus tard, c'est terminé. De toute manière, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école ou à la garderie. Donc, en fait, j'ai 2 questions par rapport à ça. Comment faciliter cette transition-là entre le travail et la vie de famille, surtout avec le télétravail où est-ce qu'on est dans le même environnement. Oui. Fait que je sais pas si tu as des conseils juste parce que oui, OK, je ferme l'ordi, mais je veux dire, j'étais encore sur un petit high de travail ou de concentration, alors que là, il faut que j'arrive devant mes enfants qui ont aussi eu une grosse journée. Puis idéalement, premièrement, ce serait quoi l'idéal de comment je devrais être quand quand mes enfants reviennent de la maison pour justement pas que ça vienne eux les stresser. Bien, je vais détourner pour m'en aller te répondre à d'autres choses, mais puis je vais y revenir. Mais il y a une partie où est-ce qu'on dit tout le temps aux parents de prendre soin de soi. Hein? C'est fait que dans cette transition-là, il y a quand même un moment où est-ce qu'on pourrait faire un petit 5 minutes de musique, lecture. Tu sais, moi, je dis tout le temps aux parents, quand vous êtes dans l'auto puis vous allez chercher vos enfants, là, mettez-vous dans une musique qui vous fait du bien. Quelque chose qui va vous... Tu sais, si vous étiez une grosse journée, bien, quelque chose qui va vous donner le goût, là, qui va vous donner beaucoup d'énergie, qui va vous rendre heureux. Fait que c'est tout par ces petits moments-là. Puis là, c'est pour ça que je détourne un peu, mais prendre soin de soi, ça fait partie de comment être capable de vivre bien ces transitions-là. Puis là, on y reviendra avec le télétravail. C'est vrai qu'il y a des enjeux en lien avec ça, mais ça reste quand même que si je suis capable, moi, en m'en allant chercher mes enfants, de prendre un moyen, hein, on est encore dans nos stratégies, nos moyens, pour essayer de m'autoréguler, trouver une stratégie pour me sentir mieux, bien, c'est sûr que ça va être plus facile après ça d'arriver puis d'accueillir mes enfants derrière ça. Puis pourquoi c'est lourd d'entendre de prendre soin de soi, c'est qu'on s'imagine tout le temps que prendre soin de soi, c'est aller passer une journée au spa, c'est faire garder ses enfants une semaine. C'est pas ça. Tu sais, on s'entend qu'on aimerait tout ça partir dans un Club Med d'une semaine en vacances, là, mais
Prendre soin de soi, c'est prendre 5 minutes, boire son café quand que les enfants sont à la garderie. Chaud. Hein? Quand les enfants sont tous à l'école, garderie, là, dire je vais attendre avant de commencer 5 minutes avant de travailler, prendre mon café chaud, écouter de la musique que j'aime, lire un livre que j'aime, aller marcher 15 minutes. Tu sais, c'est toutes des stratégies qui font partie de prendre soin de soi. Je vais aller plus loin que ça. Tu sais, dans les facteurs de protection, quand on parlait de burn-out parental, dire non à quelque chose qui me tente pas. Dire non à quelque chose, de dire, là, j'allais dire oui là, à cette invitation-là quelconque, mais finalement, je pense que je suis trop fatiguée. Non, je vais dire non. Pas avoir peur de décevoir les autres parce que nous, on a atteint cette limite-là. Fait que, tu sais, quand on se disait comment reconnaître nos limites, c'est de les accepter puis d'être capable de prendre un petit pas de recul avec ça. C'est sûr que le télétravail, tu sais, ça vient avec tous les enjeux, tu sais, puis tant mieux, tu sais, si c'est facile pour plusieurs de mettre pause, là, mais des fois, c'est pas facile de voir une demande de contrat apparaître finalement. Tu te dis, hey, je veux vite y répondre parce que, tu sais, je veux être sûre de l'obtenir pour telle ou telle raison. Fait que c'est une rigueur, je pense, d'être capable de mettre ça de côté puis d'être capable de juste vivre. Mais moi, je vous invite à travailler sur vos transitions. T'sais, parce que c'est sûr que si je ferme puis 2 secondes après, mes enfants rentrent en courant, ben c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'avoir cette transition-là. Fait que c'est de le planifier, de le prévoir, d'être capable, tu sais, justement, c'est un super bon truc, se mettre une alarme pour se dire, hey, là, je sais que faut que j'aille les chercher. Fait que mettre une alarme pour avoir le temps, tu sais, de... Ouais, ben, créer des routines autour de ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que probablement que je mets de la musique dans l'auto, mais de le faire de manière consciente. Exact. Puis de vraiment me le dire que c'est du temps pour moi, quitte à prendre une grande respiration avant de sortir de l'auto. Puis inversement, pour nos enfants, une fois qu'ils ont terminé l'école ou la garderie, puis qu'on vient les chercher, qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner dans cette transition-là? Tu sais, bon, peut-être que c'est dans l'auto ou peut-être on marche, mais pour que, rendu à la maison, tu sais, leur système nerveux soit un peu moins stimulé. Soit apaisé. En fait, ça reste que tout demeure dans les routines. En fait, c'est de réaliser que les enfants, dans leur journée, ont accumulé une tonne de tension, une tonne de stimulation. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup, honnêtement, de nos jours, je trouve, ou on n'en parle pas assez comment nos enfants sont surstimulés constamment. Hein, puis on pourrait reparler du congé de maternité, comment, comme parents, on s'oblige, laisser notre bébé là pour faire la vaisselle, on se sent donc coupable, là, tout d'un coup, qu'il soit tout seul à s'organiser par terre. Fait que là, je fais une parenthèse sur la surstimulation, mais il faut en prendre conscience pour être capable après de mettre des routines. Parce que si je suis pas conscient que mes enfants arrivent avec un système nerveux hyper activé, ben je vais pas avoir l'initiative, tu sais, de mettre une petite routine en place. Fait que oui, c'est premièrement de prendre conscience de leur état, tu sais, de ils sont comment, puis de réaliser qu'ils ont aussi besoin des fois d'avoir un moyen de vider cette bouteille-là qui s'est remplie, hein, tu sais, là, je fais une image avec ça, mais qui s'est remplie à travers la journée. Fait que si c'est, par exemple, justement, tu sais, d'avoir un moment où on écoute de la musique qui nous fait du bien. Je reviens beaucoup avec la musique parce qu'on entend, tu sais, on le sait là, dans les recherches que la musique elle a un effet immense sur tout notre cerveau puis comment tu sais ça vient libérer plein d'hormones. Fait que c'est quelque chose qu'on peut facilement utiliser comme outil pour venir générer tout ça. Fait que la musique, des fois, tu sais, il y a des enfants que ça leur fait du bien là aussi de passer. Puis les parents souvent me disent, ouais, je vais aller au parc pour lui faire dépenser son énergie. C'est vrai dans certaines situations. Si l'enfant, mettons, il y a une grosse journée d'école où est-ce que tu sais, il a pas beaucoup bougé, mais en général, si tu mets à sauter sur les sofas, t'es comme, OK, viens, on va aller au parc, on va aller sauter au parc. Exact. Mais sinon, c'est peut-être pas nécessaire. C'est pas tout le temps, en fait, de dépenser une énergie physique qui est nécessaire. Tu sais, des fois, c'est peut-être d'arriver puis d'avoir un moment de connexion avec ton enfant. Ça, on l'oublie, comment ça fait partie des moyens. Tu sais, avant de se lancer, d'arriver à la maison, partir le souper, c'est peut-être de prendre 5 minutes pour commencer à faire du dessin, faire un casse-tête, danser dans le salon, tu sais, avoir un moment de connexion va venir probablement apaiser puis permettre après de passer une bien meilleure soirée. Fait que quand tu parles de connexion, en quoi ça consiste? C'est vraiment un moment où est-ce que 100% de mon attention est sur mon enfant? Oui. Bien, entre autres, où est-ce que mon attention, mais aussi j'ai envie de dire ma disponibilité émotionnelle, hein, parce que on a beau avoir fermé le téléphone, si je suis encore en train de penser sur j'ai pas fini telle note, j'ai pas fait telle affaire, j'ai pas envoyé tel courriel, j'ai beau être là, mais je
pas à 100% connecté. Et c'est correct de pas être tout le temps 100% connecté. C'est ça, faut se le dire, là, parce que c'est pas parce que je suis pas 100% connectée que je suis en train de scraper la relation d'attachement. Pas du tout. Fait que, tu sais, quand je parle de connexion, c'est des moments où est-ce que je prends pour vivre un moment avec mon enfant qui est agréable ou des fois pas toujours. Des fois, le moment de connexion se vit aussi plus dans la crise, hein, tu sais, d'accueillir l'émotion de notre enfant, de se commettre dans cette relation-là, de lui permettre ça, puis après ça, d'être disponible, c'est de la connexion qui est extraordinaire. Fait que c'est pas juste tout le temps dans la fameuse activité aller aux pommes, là, je suis en connexion. Non, je suis peut-être plus en performance sociale. Tu sais, je suis plus dans, il faut que je fasse une activité. Puis souvent, tu sais, puis là, il y a plein de beaux concepts comme le slow living qui nous amènent justement, tu sais, à ralentir puis à ben c'est là-dedans qu'on est capable de connecter parce que si je suis tout le temps partie à essayer de faire 1000 activités, à essayer de remplir nos enfants, des fois, ils ont un agenda présidentiel où est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup d'activités. C'est pas mauvais, mais il faut se questionner à savoir est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop surstimulant? Est-ce que ça leur fait du bien ou au contraire, tu sais, ça les épuise puis après ça, on a de la misère à avoir leur collaboration. Fait que c'est un peu tout là-dedans où est-ce que les routines vont nous aider, puis ces moyens-là vont nous aider, mais la connexion, je pense que ça va être quelque chose qu'on pourrait miser davantage. Mais pour avoir le temps de faire ça, il faut diminuer nos attentes, diminuer, peut-être mieux prioriser aussi qu'est-ce qu'on a à faire, puis être capable de faire des choix peut-être différents dans notre quotidien. Ça m'amène aux écrans, OK? Parce que, ben là, moi, je sais que quand il revient de l'école, souvent, lui n'a pas envie de connecter. OK? Là, je parle de mon plus vieux, il a 6 ans. Il a pas envie de connecter. Il est juste comme, ouf, c'était beaucoup. J'ai juste envie de, comme, déconnecter. Est-ce que selon toi, est-ce que je devrais pousser la connexion, de dire, hey, viens, on va faire un dessin ensemble ou, tu sais, c'est sûr que lui est très moteur. Fait que le dessin, les casse-têtes, dans un monde idéal, ça se ferait, mais dans son cas, généralement, ça va être plus dans le mouvement. Fait que ça pourrait être de danser, tu sais, sur de la musique, se faire un dance party ou des trucs comme ça. Mais en ce moment, souvent, il va se retrouver devant l'écran quand il revient. Puis moi, en fait, ça me permet de commencer à préparer le souper pendant que lui fait ça, mais ça fait qu'on n'a pas ce moment-là de connexion. Fait que ma première question, c'est par rapport aux écrans. Puis ma deuxième question, ça va être si on sent que cette connexion-là avec notre enfant, elle n'est pas assez forte ou qu'on aimerait pas nécessairement l'optimiser, mais la développer. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'il est trop tard pour ça? Et bon, fait que là, il y a plein de questions. Oui, c'est ça. Fait que, regarde, moi, je dirais, répondons à ça, puis on reviendra aux écrans après, parce que c'est plus spécifique. Puis mais là, c'est sûr que, tu sais, je pousserai pas dans ta situation précise, là, parce que je peux pas aller trop loin là-dedans, mais ça reste quand même que quand on regarde un enfant qui, des fois, a pas le goût de connecter, l'exemple de je reviens de l'école, j'ai été probablement surstimulé, mon système nerveux est très, très activé. C'est correct d'avoir besoin d'un moment. Tu sais, les enfants, souvent, les parents me disent, je demande à mon enfant, tu sais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Raconte-moi ta journée. Je sais plus. Je sais pas. Hein? Je pense que c'est un signe de comme, là, je suis pas prêt encore vraiment à déballer tout ça, à penser à ça, à connecter peut-être avec toi. Fait que la connexion est pas juste dans, oui, je donnais l'exemple, tu sais, d'un dessin. Je pense que quand l'enfant a le goût de ça puis a le goût de créer ce moment-là, ben, go, allons-y. Mais c'est surtout de rester disponible, tu sais. L'enfant qui a le moment qu'il va avoir besoin, tu sais, de faire comme, hey, finalement, maman, aujourd'hui, c'est passé ça à l'école. Ben, si moi, je suis déjà en train encore de finir de répondre mes courriels, puis là, let's go, je suis dans toutes les tâches, puis j'essaye d'être un peu partout, ben, des fois, ça peut paraître, tu sais, d'être un peu indisponible. Puis c'est notre réalité, là, du quotidien, d'être un peu partout, là, inévitablement. Si on fait pas souper, il y a personne d'autre qui va le faire. Fait que je pense qu'il faut respecter ça. Tu sais, puis pour revenir à ta question, y a-t-il un moment où c'est trop tard? La relation d'attachement, elle se construit à travers la vie de l'enfant. Hein. C'est sûr qu'on le sait que dans le 0-5 ans, c'est quand même assez un moment qui est fort là, pour développer la relation d'attachement. Mais il faut pas oublier, puis là, j'ai parlé d'autodétermination tantôt. Il y a des enfants qui sont plus introvertis, qui vont connecter différemment, qui vont être
plus dans le jeu, tu sais, tu parlais de ton garçon qui est plus moteur, fait que, tu sais, on va aller le chercher peut-être en allant se faire des petites pauses, tu sais, de hockey dehors. Mais c'est de la connexion, ça. Ouais. Tu sais, d'avoir un petit moment pour te border le soir, je viens de donner c'est tout de la connexion, tu sais. D'être disponible pour toi quand on a besoin, c'est de la connexion aussi. Fait que la connexion est pas toujours, tu sais, souvent, nous, on se met la pression de connecter comment nous, on pense que ça serait ça le mieux. Puis on se disait tantôt, ils sont tous différents. Fait que même moi, là, mes 3, je connecte pas de la même façon avec chacun d'eux. Ils ont chacun leur façon de connecter avec moi. Puis je pense que c'est là qu'il faut respecter ça. Puis pas se dire que c'est moi qui est pas correct parce que là, tout d'un coup, ça ne tente pas de connecter. Non, lui aussi, il a le droit de pas avoir envie. Puis quand on comprend l'importance de la connexion, à quel point faut dépasser nos limites. Je m'explique, on va dire que mon fils, lui, c'est de faire des passes au hockey. Moi, ça me tente pas de faire des passes au hockey. J'ai ma journée dans le corps, mais je veux connecter avec lui. Puis je sais que probablement qu'il va être trop fatigué pour qu'on se colle puis qu'on lise un livre plus tard. Fait que ça n'aura pas lieu, mais moi, j'ai vraiment pas envie. Ouais. Est-ce que je le fais? C'est vraiment une bonne question. C'est drôle. Hier, je disais ça à des clients que des fois, effectivement, il faut s'obliger à faire des choses qui vont leur faire plaisir. Mais c'est pas de toujours s'obliger. Ouais. Je pense que c'est des fois de dire, mettons, moi, mon garçon, il joue au basketball. Clairement que moi, c'est pas à ça que je jouais au secondaire. C'était pas ça ma force. Fait que c'est sûr que, je l'ai fait. Est-ce que j'étais bonne? Pas pantoute. Mais qu'est-ce que ça lui a montré, finalement? Que des fois, je fais des choses qui me tentent pas. Que j'ai pas besoin d'être bonne pour avoir du plaisir. Que dans le fond, on a eu du plaisir juste en riant dehors, puis en riant que, maman est pas si bonne que ça, mais on a du fun, puis c'est drôle, tu sais. Ouais. Fait que c'est là que je dis, la connexion est pas tant dans l'activité en soi, elle est dans le moment. Puis ça vaut la peine, donc, de faire cet effort-là, tout en respectant nos limites. Parce que c'est là que je m'en allais, tu sais. On entend tout le temps connexion, hein, tu sais, puis ça revient un peu à, tu sais, bienveillance, être disponible pour nos enfants, puis c'est vrai que des fois, c'est pas possible. C'est vrai des fois que on n'a pas cette disponibilité-là. Fait qu'il y a une partie où est-ce qu'il faut pas non plus se mettre de pression à vouloir être tout le temps parfait, disponible, tout le temps en connexion. C'est pas réaliste. Tu sais, c'est pas réaliste. Ils ont leur... Tu sais, fait que c'est ça que je veux juste qu'on fasse attention, parce que quand on entend ça, on pourrait facilement se mettre une pression à dire, ben là, il faut que je connecte avec mon enfant. Tu sais, je vais finir d'écouter cette émission-là, puis je vais faire comme, OK, go, qu'est-ce qu'on fait, puis comment je connecte. Mais c'est vraiment dans des petits gestes du quotidien, dans c'est pour ça que je parlais de moments de plaisir, mais pour être capable d'avoir des moments plaisants, il faut être capable de faire de la place dans notre journée. Faut être capable d'avoir cette disponibilité-là. Fait que ça vaut la peine, des fois, de prioriser certaines choses. La maison est en bordel, ben, c'est pas grave. On va sortir jouer dehors. Yeah. On l'arrangera demain ou plus tard, c'est pas grave. C'est là que je parle, tu sais, de prioriser des fois certaines choses puis d'enlever des attentes ou des habitudes, des fois. Des habitudes, oui. De me dire, chaque jour, à 6 heures, je commence à faire le souper ou on soupe à 6. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, on va juste. Ouais. Puis, comment est-ce qu'on crée... Je sais que mon mari et moi, avec le plus vieux, quand il est arrivé à 3 ans, ben, on était rendus avec une dynamique familiale qui avait du sens pour nous. Puis c'est à ce moment-là que j'ai accouché de mon deuxième. Puis là, on a vécu en parallèle pendant un petit bout. Lui avec le plus vieux, moi avec le plus petit. Après ça, on a switché. Comment est-ce qu'on crée un écosystème familial où tout le monde peut s'épanouir? Puis je comprends que, quand ils sont jeunes, justement, il y a des dynamiques, puis on peut pas, je veux dire, mon mari pouvait pas l'allaiter, le bébé, là. Fait que non, c'est ça va. Mais une fois qu'ils vieillissent un peu, qu'ils sont plus autonomes, comment tout le monde peut y trouver son compte? Puis la raison pourquoi je demande ça, c'est que, justement, on a des activités sportives organisées, ça prend une place dans l'horaire, tout ça, ce qui fait en sorte que nous, à part sur notre temps de travail, on n'a pas... de temps. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis comment on apprend ça aux enfants? Ouais. Il y a d'abord, je pense, un choix parental à faire quand on parlait tantôt du fameux horaire pérésidentiel des enfants. Je pense qu'il y a quand même un choix à faire de dire on a le droit d'avoir certaines limites. Puis, c'est pas vrai que ce qui est bénéfique, c'est de tout donner notre temps à faire, par exemple, du parascolaire pour les enfants. Il y a certaines familles, ça va leur convenir à 100%, puis ils vont être bien là-dedans, puis c'est correct.
Mais pour ralentir, il faut enlever des choses dans le calendrier. On peut pas garder ce calendrier-là puis se dire, OK, en plus, il faut que je ralentisse. Là, ça devient quasiment quelque chose de difficile à trouver un moment pour ralentir. Fait qu'il faut inévitablement peut-être enlever certaines choses. Outre ça, ça reste que, les enfants, puis là, c'est drôle, en réfléchissant à tout ça, moi, j'avais le goût de te parler d'autonomie, parce que plus, à un moment donné, il y a une façon aussi d'amener les enfants à être autonomes sur certaines choses qui va nous libérer aussi du temps, de l'énergie. Puis on mise pas beaucoup sur l'autonomie des fois, on en fait beaucoup pour eux. On veut tellement être un parent surprotecteur, même à la limite, bienveillant, que des fois, on en fait trop. Puis il y a une partie qui appartient puis qui doit être peut-être accompagnée à ce qu'ils soient encore plus autonomes. L'autonomie, je pense que c'est quand même un aspect chez les enfants qui leur permettent de répondre avec le temps beaucoup plus facilement à leurs besoins. Hein. Tu sais, si j'ai la capacité, par exemple, je suis pas content du verre que papa, maman m'ont mis sur la table puis que je le prends puis je vais m'en chercher un autre, je suis autonome. Puis pourtant, j'aurais pu faire une crise il y a pas longtemps de ça parce que c'est pas le bon verre que sur la table puis ça me satisfait pas. Fait que ça contribue à leur estime. Totalement. Ouais. Ben oui, parce qu'au final, à travers ça, ça contribue à leur estime, ça contribue aussi à dire hey, je suis bon, je suis capable, puis ça les apaise parce qu'au final, ils sont apaisés parce qu'ils ont répondu à leurs besoins. Fait que c'est aussi une partie pour être capable après ça de se dégager du temps. Puis j'ai envie de dire, ça commence jeune, très, très, très jeune, parce que quand tu es en congé de maternité, puis que ton bébé fait une sieste, moi, souvent, je pose la question aux parents. Tu sais, on anime différents trucs pour pouvoir accompagner les parents là-dedans. Leur premier défi, c'est de faire quelque chose pour eux quand leur bébé dort. Pas de faire la vaisselle, pas de faire le ménage, puis déjà de prendre cette habitude-là. Je disais à un parent, ben là, votre défi cette semaine, ça va être de lire 5 minutes. Clairement que ça sera pas de la lecture productive pendant que les enfants sont là. Ça sera pas productif, là. Mais c'est un début. Tu sais, les enfants, de voir que t'es pas disponible juste parce que tu fais à manger, tu fais le lavage, tu fais du ménage, mais parce que tu prends un temps pour toi, c'est une habitude à prendre. Ça va tout dans l'aspect de l'autonomie. Est-ce que je m'attends ça de mon enfant de 2 ans? Ben, faut être réaliste, là. Faut être réaliste dans nos attentes, mais ça s'apprend. Si mon enfant de 2 ans, il me voit lire de temps en temps, je réponds, viens prendre un livre, viens t'asseoir à côté de maman, puis que là, tu sais, on est là-dedans, ben, ils vont finir par être à 8-9 ans très, très autonomes. Très autonome. Oui, c'est vraiment intéressant cet aspect-là. Puis, ben, je terminerai parce qu'on finalement on l'a pas abordé. Puis, je pense qu'il va falloir, tu sais, que tu reviennes. Il va falloir se revoir. Il y a tellement de sujets. Oh my God. Mais donc, je reviendrai aux écrans. Donc, pour terminer, c'est quoi tes recommandations générales en tant que professionnel sur le temps d'écran? C'est pas facile, hein? Puis là, tu sais, j'ai plusieurs collègues qui se sont penchés là-dessus vraiment spécifiquement. Ils ont fait des livres formidables sur ça. Je pense que, tu sais, ça reste qu'il faut pas oublier que le temps d'écran, faut pas le démoniser non plus, hein? Ça reste que c'est pas le démon. C'est une activité faut pas le placer comme plus important ou moins important. Exactement. Tu sais, ça reste que, tu sais, le parent qui permet à son enfant d'écouter un 30 minutes au retour puis ça lui permet de faire le souper, il y a quelque chose de très utile derrière ça. Fait que je pense que c'est là où est-ce que à travers toute notre parentalité, les écrans rentrent dans une balance décisionnelle. Hein? Est-ce que ça fait du bien à ma santé mentale d'avoir la paix pour faire le souper pendant que eux écoutent les écrans? Oui. Puis, ben, si j'avais pas ça, je vivrais peut-être beaucoup plus de difficultés. Fait que ça, c'est un exemple. C'est sûr que les écrans, des fois, c'est comme facile c'est une facilité, là. Puis quand ils sont devant les écrans, ben, c'est sûr que c'est vrai qu'on n'est pas en connexion. Fait que, tu sais, c'est vrai qu'en ce moment... Même si on est assis à côté, là. Ben, c'est déjà mieux d'être assis à côté que de les laisser puis de pas être en train d'interagir. C'est qu'on veut effectivement essayer de ralentir le débit. Tu sais, les écrans amènent à un débit très rapide, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des effets négatifs à ça. Il y a pas de, tu sais, on lisait dans la littérature, tu sais, c'est vrai que dépasser 1 heure, on a certains, tu sais, oui, il y a des balises, mais outre ça, il y a une balance décisionnelle comme parent. Tu sais, moi, je dis tout le temps aux parents, à un moment donné, c'est vous le parent. Faut que vous vous fassiez confiance, puis votre instinct est important. Fait qu'à un moment donné, si toi, tu as choisi de mettre, par exemple, tes enfants au retour, un 30 minutes, peu importe, nombre d'émissions,
puis que tu es bien avec ça, puis que ça correspond à votre famille, ben faites-vous confiance là-dessus. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai pas le goût d'aller dans les balises, tu sais, j'ai pas le goût de te dire tant d'heures par jour, parce que ça, il y en a plein d'autres qui s'occupent de le dire. Ouais. Mais moi, j'ai envie de dire un peu aux parents, aux mamans, de se faire confiance à travers ça. Tu sais, c'est un peu ça. Ça te fait du bien, toi, puis ça apaise. Puis on parlait de la transition. La transition est plus douce, puis après ça, c'est plus facile. C'est sûr que si à chaque fois, quand tu arrives pour fermer l'écran, là, tu vis des colères monstres, ça lance la télécommande, puis c'est difficile. Peut-être qu'on va se questionner sur peut-être que, tu sais, ça amène plus de difficultés que de négatifs, mais il y a une bonne partie qui revient à se faire confiance là-dedans, je pense. Ouais, c'est tellement intéressant. J'aime comment tu l'as tourné parce qu'effectivement, je pense qu'on a tendance à démoniser les écrans, puis après, c'est de trouver cet équilibre-là parce que, par exemple, nous, on a fait le choix que les écrans font partie, de notre vie familiale. On écoute la télé une fois de temps en temps, c'est pas énorme, mais c'est ça. C'est de respecter ses limites puis vraiment d'y aller avec son intuition. Absolument. Donc, je pense qu'il y a vraiment des beaux thèmes qu'on a explorés aujourd'hui puis ça me ferait vraiment plaisir de t'accueillir à nouveau pour qu'on développe plein d'autres avec grand plaisir. sphères. Donc, je vais inviter celles qui nous écoutent à se rendre sur ta page Facebook, le repère des parents, pour différentes ressources, références ou pour faire appel à tes services. Oui, absolument. Merci énormément d'être Merci à venu toi. aujourd'hui. Merci. Merci.